Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en SVT, notamment sur le thème nutrition. Leçon milieu intérieur. Alors chers amis, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à maîtriser le cours sans toutefois bosser. Alors suivez le plan de mon travail. Leçon milieu intérieur. Plan du cours. 1. Définition des notions. 1.1. Milieu intérieur. 1.2. Liquide physiologique. 1.3. Rein. 1.4. Néphron. 1.5. Homéostasie. 1.6. Volémie. 1.7. Diurèse. 2. La glycémie. 2.1. Hyperglycémie. 2.2. Hypoglycémie et hormones. 3. pH. 4. Analyse et interprétation. Nous allons donc analyser, interpréter les tableaux et aussi les courbes. Alors, chers amis, lorsque vous êtes dans l'exercice de milieu intérieur, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut d'abord connaître toutes les formules ainsi que les définitions. Chers amis, à présent, nous allons d'abord vous montrer plusieurs techniques pour résoudre votre cours. Pour ce faire, nous allons donc débuter par la définition des notions. En 1.1, un milieu intérieur. Chers amis, qu'est-ce qu'un milieu intérieur? Un milieu intérieur est un milieu dans lequel baignent toutes les cellules de l'organisme. Exemple, le sang et la lymphe. Le sang a pour couleur rouge et la lymphe a pour couleur blanchâtre. Alors, en 2, nous allons parler de liquide physiologique. Chers amis, qu'est-ce qu'un liquide physiologique? Un liquide physiologique est un liquide qui a les mêmes constituants que le milieu intérieur. En 3, nous allons donc parler de la définition du rein. Le rein, d'abord, a pour rôle de laver le sang, c'est-à-dire le rein permet l'épuration du sang. Et quelle est la définition de rein? Vous devez savoir que le rein, c'est l'assemblage de plusieurs néphrons. Et par la suite, nous allons donc parler de néphron. Le néphron, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité fonctionnelle du rein. Et en 1.5, l'homéostasie, qui est le maintien de la constante du régulateur du milieu intérieur. En 1.6, nous allons donc parler de la volémie, qui est le volume sanguin contenu dans l'organisme. Et en 1.7, de la diurèse. La diurèse est le volume d'urine émis par jour. Et en 2, la glycémie, qui est le taux de glucose contenu dans l'organisme. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc parler d'une information capitale en 1. Définition. Des notions. Chers amis, nous allons donc parler de 1.1. Il s'agit donc de milieu intérieur. Qu'est-ce que l'on appelle le milieu intérieur? Un milieu intérieur est un milieu dans lequel on baigne toutes les cellules de l'organisme, exemple le sang et la lymphe. Un milieu intérieur est un milieu dans lequel baignent toutes les cellules de l'organisme. Exemple, nous allons donc citer le sang et la lymphe. Et la lymphe. Le sang a pour couleur rouge, quant à la lymphe, blanche. Alors, le sang est rouge, la lymphe blanche. Alors, chers amis, en 1, 2, nous allons parler de liquide physiologique. 1, 2, liquide physiologique. Alors, qu'est-ce qu'un liquide physiologique? Un liquide physiologique est un liquide qui a les mêmes constituants que le milieu intérieur.
un liquide physiologique est un liquide qui a les mêmes constituants que le milieu intérieur. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'un milieu intérieur, nous allons signifier ça en haut. Est un milieu dans lequel baigne tout est celui de l'organisme, exemple, le sang et la lymphe. Un liquide physiologique a les mêmes constituants que le milieu intérieur. Nous allons donc voir en 1-3 les reins. Chers amis, il existe combien de types de reins? Il existe deux types de reins. Les reins situés à gauche et les reins situés à la droite. Ce que vous voyez là sont les hanches. À l'intérieur des hanches se trouvent les reins. Donc ce que vous voyez, ce sont les hanches. À l'intérieur se trouvent les reins. Il existe deux types de reins. Ne confondez pas, il existe deux types de reins. Le rein est l'assemblage de plusieurs néphrons. Alors, nous allons donner le rôle du rein. Le rein permet de purifier le sang. Le rein permet l'épuration du sang. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc passer en 1-4 appelé néphrons. Les néphrons. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle les néphrons? Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Alors, à présent, chers amis, le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. À présent, chers amis, nous allons donc vous apprendre à maîtriser les différents noms sur un schéma appelé rein. Chers amis, ce schéma que je vais constituer est une structure appelée rein. Il en existe deux types de reins. Les reins à gauche et les reins à droite. En cas d'insuffisance rénale, ça veut dire qu'en cas, lorsque vous perdez des reins, on parle d'encore d'insuffisance rénale. Ça veut dire que vous manquez de reins. Alors, le rôle du rein, le rein permet de purifier le sang. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à connaître tous les noms que ce schéma possède. Le numéro 1 est la partie que je suis en train de toucher. L'on appelle cortex osum cortical. La partie que je suis en train de toucher est appelée le cortex osum cortical. Le numéro 2, la partie hachurée, porte le nom de pyramide de Malpighi. Le numéro 3, l'espace qui se trouve là, porte le nom de Carlis. Et le numéro 4 est aussi l'espace mais un peu plus volumineux que le premier. L'on parlera de zone médulaire. Le numéro 5 est cette partie où je suis en train de toucher. Dans ce cas-là, vous appelez ça bacinette. Le numéro 6, c'est ce schéma même qui est appelé le néphron. Plusieurs néphrons constituent le rein. Donc le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est-à-dire quoi? Sans ça, le rein ne peut pas fonctionner. Donc le numéro 6 est appelé le néphron. Le numéro 7, il s'agit donc de l'urétère. Le numéro 8 est encore plus petit que le numéro 9. Alors si c'est plus petit, vous appelez donc
l'artère, et si c'est plus grand, vous appelez donc veine. Alors nous avons donc l'artère rénale et veine rénale. Chers amis, le numéro 10, c'est le schéma même en question. Et ce schéma est appelé structure du rein. À présent, chers amis, nous allons encore parler de toutes les informations que nous avons données. Le numéro 1 porte le nom de cortex. Ou zone corticale. Le numéro 2. Le numéro 2, il s'agit de pyramide de Malpighi. Pyramide de Malpighi. Le numéro 3. Le numéro 3, il s'agit de calice. Le numéro 4, il s'agit de numéro 4 de la zone médulaire. Le numéro 5, il s'agit de bacinette. Le numéro 6, il s'agit de l'unité fonctionnelle même du rein appelée néphron. Le numéro 7, il s'agit donc de l'urétère. Le numéro 8, plus petit que le numéro 9, donc on appelle l'artère. Le numéro 9, veine. Alors, comme nous sommes situés dans les reins, nous allons donc appeler artère rénale et veine rénale. Le numéro 10, il s'agit même de notre sujet appelé rein. Alors, chers amis, nous pouvons donc mater la structure de rein. Structure de rein. Cette fois-ci en bâtonnet majuscule. Le néphron. Ce néphron-là se trouvait dans les reins. Alors, combien de sortes de néphrons existent-ils? Il existe plus de 2 millions de néphrons dans le corps humain. Mais combien de reins existent-ils? Il existe deux. Le rein à gauche et le rein à droite. Mais il existe environ plus de 2 millions de néphrons dans le corps. Alors, chers amis, vous devez connaître toutes ces informations et savoir annoter un schéma. Pour ce faire, je vais vous apprendre encore. Le numéro 1 porte le nom de la capsule de Bowman. Le numéro 2 est appelé glomérule. Le numéro 3 est le réseau capillaire qui part à partir de la glomérule. Le numéro 4, tube contourné proximal. Le numéro 5, tube distal. Pour reconnaître, pour ne pas le confondre, tube distal va vers le tube collecteur. De telle en sorte que, pour ne jamais le confondre, le numéro 5, après le numéro 5, l'on a ce schéma-là. Pour signifier que ce schéma porte le nom de tube collecteur, alors le numéro 5 porte le nom de tube distal. Le numéro 4 part à partir de glomérule. Alors, le numéro 6 est appelé tube collecteur. Le numéro 7 est la partie bien rétrécie appelée anse de Henle. Le numéro 8 est la partie qui sort. Donc je vais préciser cette partie qui sort. Et le numéro 9 est la partie qui entre. Lorsque la partie entre à un nom et la partie sort à un nom. Si la partie est en train de rentrer, on appelle ça artère. Si la partie est en train de sortir, on appelle ça veine. Alors à présent, chers amis, nous allons encore annoter ensemble le schéma. Nous allons donc débuter en passant par le numéro 1. Le numéro 1 est appelé capsule de Bowman. Capsule de Bowman.
Le numéro 2 est appelé glomérule. Glomérule. Le numéro 3 est appelé réseau capillaire. Réseau capillaire. Ne mettez pas de R ici. Le numéro 4, il s'agit de tube contourné proximal, appelé simplement tube proximal. 100 mètres de E à la fin, car il s'agit de tube. Le numéro 5, tube contourné distal. Tube distal. 100 mètres de E à la fin. Le numéro 6, tube collecteur. Tube collecteur. Le numéro 7, anse de Henley. Anse de Henley. Le numéro 8, étant donné que cette partie sort, il s'agit donc de veine. Le numéro 9, étant donné que cette partie entre, il s'agit donc de artère. N'ajoutez pas artère rénale, veine rénale, car ici, nous ne sommes pas dans les reins. Le numéro 10. Le numéro 10, c'est le schéma en question. Et ce schéma porte le nom de néphron. Alors, chers amis, étant un élève de la classe de terminale, vous devez connaître les 10 noms qui se trouvent sur le néphron et les 10 noms qui se trouvent sur le rein. Il existe 2 types de reins. Alors, il existe combien de types de néphrons? Plus de 2 millions de néphrons. À présent, chers amis, nous allons donc continuer sur notre information appelée l'homéostasie. Si ce vous demande de suivre rapidement. À présent, 1,5. Homéostasie. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle homéostasie? L'homéostasie est le maintien de la constante de régulation du milieu intérieur. Je répète, l'homéostasie est le maintien de la constance de régulation du milieu intérieur. L'homéostasie est le maintien de la constance de régulation du milieu intérieur. Alors, chers amis, l'homéostasie se définit comme le maintien de la constante de régulation du milieu intérieur. Chers amis, à présent, nous allons parler en insistant de la volémie. Qu'est-ce que c'est la volémie? La volémie est le volume sanguin contenu dans le sang. Alors, dans l'organisme, s'il vous plaît. Est le volume sanguin contenu dans l'organisme. La volémie est le volume sanguin contenu dans l'organisme. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc répéter cette information. La volémie est le volume sanguin contenu dans l'organisme. En 1,6, nous allons donc parler en 1,7 de la diurèse. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle la diurèse? La diurèse est le volume d'urine émis par jour. La diurèse est le volume d'urine émis par jour. La diurèse est le volume d'urine émis par
jour. Si vous économisez votre pipi au bout d'une journée, vous avez donc effectué la diurèse, car la diurèse est le volume d'urine émis par jour. 1, 2, nous allons donc parler de la glycémie. En 2, nous allons donc parler de la glycémie. Chers amis, qu'est-ce que l'on appelle la glycémie? La glycémie est le taux de sucre ou le taux de glucose contenu dans l'organisme ou dans le sang. La glycémie est le taux de sucre ou le taux de glucose contenu dans le sang. Alors, nous allons répéter cette information. La glycémie est le taux de sucre ou taux de glucose contenu dans le sang. En 2.1, nous allons parler de hyperglycémie et de son hormone. 2.1, hyperglycémie et hormone. Alors, à présent, nous allons donc voir l'hyperglycémie. Chers amis, qu'est-ce que l'hyperglycémie? L'hyperglycémie, c'est lorsque le taux de glucose contenu dans le sang est supérieur à la normale. Pourtant, le taux normal de sucre contenu dans l'organisme doit être de 0,70 g à 1,10 g par litre. Si le taux de glucose ou le taux de sucre est supérieur à 1,10 g par litre, à présent, nous parlons encore de l'hyperglycémie. Car l'hyperglycémie, c'est lorsque le taux de glucose contenu dans le sang est supérieur à 1,10 g par litre. À présent, nous allons donc donner cette information. L'hyperglycémie, c'est lorsque le taux de glucose est supérieur à 1,10 g par litre. L'hormone responsable de l'hyperglycémie est appelé le glucagon. L'hormone responsable de l'hyperglycémie est le glucagon. Alors, le glucagon est l'hormone responsable de l'hyperglycémie. Si le taux de glucose, c'est-à-dire le taux de sucre, est supérieur à 1,10 g par litre, l'on parlera donc de hyperglycémie, qui ne nous arrange pas. Ça peut provoquer même la mort. L'hormone responsable de l'hyperglycémie est le glucagon. À présent, chers amis, nous allons parler en 2.2 de hypoglycémie. Hypoglycémie. Et hormones. L'hypoglycémie, qu'est-ce que c'est? L'hypoglycémie, c'est lorsque le taux de glucose est inférieur à 1,10 g par litre.
et est toujours inférieur à 0,70 g par litre. Alors, l'hypoglycémie, c'est lorsque le taux de glucose contenu dans le sang est inférieur à 0,70 g par litre. L'hormone responsable de l'hypoglycémie est appelée l'insuline. L'hormone responsable de l'hypoglycémie est l'insuline. Alors l'insuline, cher ami, c'est l'organe ou l'hormone responsable de l'hypoglycémie. En conclusion, l'insuline est une hormone hypoglycémiante et le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Et la glycémie. La glycémie normale varie de 0,70 g par litre à 1,10 g par litre. Alors, chers amis, voici pourquoi, si vous êtes en cas de hyperglycémie, c'est que vous dépassez 1,10 g, et en cas de hypoglycémie, c'est que vous êtes en deçà de 0,70 g par litre. Alors, une fois que c'est fait, nous allons encore parler de pH. L'organisme aussi a un pH. Alors, si le pH est supérieur à 7, nous sommes en milieu basique. Et en milieu basique, l'organisme obéit à l'alcalose. Donc, si le pH est supérieur à 7, on a un milieu basique. Du coup, si le milieu est basique, c'est que l'organisme obéit à l'alcalose. Parce que le pH est supérieur à 7. Dans le cas, si le pH est inférieur à 7, on a un milieu acide. Dans ce cas-là, l'organisme obéit à l'acidose. Alors, chers amis, si le pH est supérieur à 7, on parlera de alcalose, et si le pH est inférieur à 7, on parlera donc de acidose. Nous allons donc vous apprendre à résoudre un exercice tout en manipulant le terme analyse et interprétation. On remarque que c'est le problème que tous les élèves de terminale ont. Dans ce cas-là, nous allons vous apprendre à faire un sujet et de commencer à analyser ce sujet, puis de donner une interprétation. L'analyse, c'est ce que vous voyez, que vous dites. L'interprétation, ce sont les mots forts comme volémie, pression osmotique et du reste qui doivent sortir. Alors, chers amis, à présent, je vais vous apprendre à résoudre un exercice type bac. Dans le cadre d'études sur la physiologie rénale, on réalise les expériences suivantes.
On fait subir à un homme une injection de 1700 cm3 d'eau pure. Voie figure 1. On injecte 20 cm3 d'une solution hypertonique de NaCl dans la carotide d'un chien. Voie figure 2. Volume urinaire en centimètres par 30 minutes. L'injection d'eau à 0 heure et ça varie de 100 à 400 cm3 par 30 minutes. La figure est appelée figure 1. Quant à la figure 2, nous avons ici avant injection et après injection. Chers amis, lorsque vous rencontrez un exercice de milieu intérieur, faites beaucoup attention. Le but de cet exercice, vous devez faire ressortir des mots comme volémie, pression osmotique et diurèse. Comment faire face à certains sujets à l'examen. Sur ce, je vous prie de suivre attentivement ma correction de cet exercice. Alors à présent, nous allons donc analyser. Ici, nous voyons un volume urinaire en centimètres cubes par 30 minutes. Ici, nous voyons l'urine de centimètres cubes par minute. Nous allons commencer la figure appelée figure 1. Alors à présent, qu'est-ce que vous constatez? L'injection d'eau et le volume urinaire augmentent de 80 à environ 400 cm3 par 30 minutes. Et une heure après, nous remarquons la chute du volume urinaire. Et après la chute, quelques instants, nous remarquons une augmentation du volume urinaire. Comment situer cette information lors de l'analyse? Parce qu'on remarque que vous avez beaucoup de problèmes. Alors, comment procéder? Vous devez prendre cette information et vous dire que l'injection d'eau entraîne une augmentation du volume urinaire. De 80 cm3 par 30 minutes à 400 cm3 par 30 minutes. Une fois que vous avez donné cette information, vous parlez aussi que ça chute. Pour ce faire, vous devez dire une heure après, le volume urinaire baisse et vous précisez, baisse de 400 à environ 200 cm3, 30 minutes, à environ 200 cm3, 30 minutes. Puis, se stabilise de 200 cm3 à environ 300. 200 cm3 par minute à environ 300 cm3 par 30 minutes. Alors, 30 minutes faisait partie de
le volume urinaire. Mais centimètres cubes, c'est ce que vous voyez comme augmentation ou diminution. Alors, chers amis, je viens de t'apprendre à faire la figure A. Nous allons donc passer à la figure 2. Pour répondre à cette question, vous devez savoir qu'il y avait avant ingestion et puis après ingestion. Donc, qu'est-ce que nous avons donné comme information? Nous allons parler de la figure 2. Une fois que nous parlons de la figure 2, nous allons donner une information capitale. Et cette information, nous allons dire que avant ingestion, l'urine baissait de 4 à environ 2,80. Parce que ici, ça ne tombe pas directement sur 3. Donc, avant ingestion de NaCl, l'urine baissait de 4 cm3 par minute jusqu'à environ 2,98. Avant ingestion d'une solution et hypertonique. L'urine baisse de 4 cm3 par minute à environ 2,98 cm3 par minute, car ça n'appelle pas bien le 3. Une fois que nous avons donné avant ingestion, nous allons donc parler de après ingestion. Après ingestion d'une solution hypertonique de NaCl, l'urine chute brutalement de environ 5 cm3 par minute à environ, et regardez, ça chute à environ 2 cm3 par minute. Après l'analyse, chers amis, je vais vous apprendre l'interprétation. Ici, lorsque l'on est dans le cours appelé milieu intérieur, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'interprétation? Le but de cet exercice est de t'apprendre à savoir que lorsque le volume urinaire augmente, cela est dû aussi à l'augmentation de la diurèse, ce qui va entraîner la diminution de la pression osmotique. Puis, le volume urinaire augmente, c'est que la diurèse augmente. Si la diurèse augmente, c'est que la volémie augmente. Si la volémie augmente, c'est que la pression osmotique diminue. Car la volémie et la diurèse sont liées. Si la pression osmotique augmente, automatiquement la diurèse diminue. Alors, l'interprétation, c'est de faire sortir le mot le plus important. Par exemple, l'augmentation du volume urinaire est due à la diminution
de la pression osmotique. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Une fois que le volume urinaire augmente, c'est que la pression osmotique diminue. Alors, le volume urinaire et la diurèse sont donc liés. Le volume urinaire et la diurèse sont liés. Alors, chers amis, je viens de t'apprendre à faire une analyse. Nous allons donc reprendre l'analyse. Figure 1. L'ingestion d'eau entraîne une augmentation du volume urinaire de 80 cm3 par 30 minutes à 400 cm3 par 30 minutes. Une heure après, le volume urinaire baisse de 400 cm3 par 30 minutes à environ 200 cm3 par 30 minutes, puis se stabilise de 200 cm3 par 30 minutes à environ 300 cm3 par 30 minutes. C'était la figure appelée figure 1. Pour la figure 2, nous devons parler de avant ingestion de NaCl et après ingestion de NaCl. Dans ce cas-là, nous allons donc dire avant l'ingestion d'une solution hypertonique, l'urine baisse de 4 cm3 par minute à environ 2,98 cm3 par minute. Après ingestion d'une solution hypertonique de NaCl, l'urine chute brutalement. Vous voyez que ça chute brutalement de environ 5 cm3 par minute à environ 2 cm3 par minute. Pourquoi le terme environ est utilisé? Car nous ne voyons pas normalement que ça tombe sur le point 2. Peut-être nous pouvons tomber sur le point 2 ou bien être dans ces environs-là. Voici pourquoi le terme environ est beaucoup utilisé. Après ingestion d'une solution hypertonique de NaCl, l'urine chute brutalement de environ 5 cm3 par minute à environ 2 cm3 par minute. Lors de l'interprétation, nous allons donc dire l'augmentation du volume urinaire est due à la diminution de la pression osmotique, ce qui entraîne que le volume urinaire et la diurèse sont donc liés. Si la diurèse augmente, c'est que le volume urinaire aussi augmente, c'est-à-dire que la pression osmotique va chuter. Alors, je vais vous apprendre dans le document 2 aussi à faire l'analyse et l'interprétation. Document 2. Les reins élaborent-ils l'urine à partir du plasma sanguin? Très facile. Bien avant de commencer cette information, lorsque vous rencontrez un exercice où il y a un tableau, faites attention. Ici, vous avez les constituants comme protéines, lipides, glucose, eau, chlorure, phosphate, sulfate, urée, acide urique, créatinine, acide sulfurique et sel ammoniaco. Plasma 80, 50 et 5, 1 qui ne passe pas dans l'urine. 905, 950, 7,1, 78, 0,04, 3,5, 0,022, 0,30, 20, 0,03, 0,05, 0,011, 0,16, 0,8. Lorsque l'on vous demande d'analyser et interpréter ce cas de tableau-là, puis de donner le rôle de rein, alors, chers amis, à présent, c'est très facile. Avant de commencer à résoudre ces cas de sujet, il faut retenir plusieurs informations. Qu'est-ce qui passe dans le plasma qui ne passe pas dans l'urine? Qu'est-ce qui passe dans l'urine qui ne passe pas dans le plasma? Et qu'est-ce qui passe dans les deux milieux? Tout ça pour signifier quoi? Lorsqu'on vous donne un tableau, vous devez savoir ce qui passe. Quels sont les constituants qui passent dans le plasma qui ne passent pas en urine? Quels sont les constituants qui passent dans l'urine qui ne passent pas au plasma? Et quels sont les constituants qui sont communs aux deux milieux? Pour ce faire, vous devez suivre attentivement les différentes questions, analyse le tableau, interpréter, puis donner le rôle des reins. Si ce, je vous demande de suivre attentivement la résolution de ce thème. Alors, comment analyser un tel tableau?
Analysons le tableau. Comment procéder à l'analyse du tableau? Je vous demande de faire toujours une observation. Pourquoi faire une observation? C'est de séduire un professeur. Lorsque vous séduisez le professeur en faisant l'observation, automatiquement il est comblé de joie. C'est-à-dire quoi? Après l'observation, vous pouvez maintenant faire votre analyse. Vous allez dire quoi? Le document présente un tableau avec plusieurs constituants et deux milieux. Alors les deux milieux, on a le milieu plasmatique et l'urine. Alors une fois que l'on vient de commencer l'observation, nous allons donner les points forts de l'analyse. Vous regardez le tableau et vous observez simplement quoi? Certaines substances passent dans le plasma, mais ces substances-là ne passent pas dans l'urine. Comment délimiter? Vous allez donc dire, concernant certaines substances spécifiques, qui signifie seulement au plasma, on peut citer. Cette information vous signifie quoi? Les substances qui passent seulement dans le plasma. C'est pourquoi je suis en train de dire, concernant certaines substances spécifiques, ceux qui passent seulement dans le plasma, on peut citer odite, lipides, glucose. Après cette information, nous allons donc donner ceux aussi qui passent dans l'urine. Concernant certaines substances spécifiques en urine, on peut citer, et vous citez ceux qui passent seulement dans l'urine. L'on peut citer acide hippurique, l'on peut citer sel ammoniac eau. Une fois qu'on a donné cette information-là, ça veut dire quoi? Ceux qui passent seulement dans le plasma, on a protéines, lipides, glucose. Ceux qui passent seulement dans le plasma. Ceux qui passent seulement en urine, on a acide hippurique, sel ammoniac eau. Nous allons encore citer les constituants qui passent dans les deux milieux. Concernant les substances communes, on parle de commun, on parle de deux. Aux deux milieux, les deux milieux, il s'agit encore du plasma et de l'urine. On peut citer, et vous allez citer tout ce qui passe au plasma, qui passe aussi en urine. On peut citer l'eau,
On peut citer chlorure. On peut citer phosphate. On peut citer l'urée. L'on peut citer acide urique. L'on peut citer créatinine. Alors, voici donc les constituants qui sont communs aux deux milieux, ceux qui passent dans l'urine et ceux qui passent dans le plasma. L'analyse du premier passe seulement dans le plasma, du deuxième passe seulement dans l'urine. Alors, après cette information, chers amis, je vais vous apprendre à faire une interprétation, puis à donner le rôle du rein. Alors, en deux, interprétons, puis donnons les rôles des reins. Alors, chers amis, nous allons donc interpréter, puis en même temps donner le rôle des reins. Comment procéder? Vous avez donc remarqué que dans le plasma, il y avait comme protéines, lipides, glucose qui passaient seulement dans le plasma. Ceux qui passaient dans l'urine, on avait acide urique, sel ammoniaco. Et ceux qui passaient dans les deux milieux, on avait l'eau, chlorure, phosphate, urée, acide urique et créatine. Maintenant, comment faire une très bonne interprétation? C'est simple. Vous allez donc prendre le premier et analyser en disant mais certaines substances passent dans le plasma. Donc ces substances-là passent automatiquement dans le plasma, mais on va remarquer que les reins vont bloquer certaines substances qui devaient passer dans l'urine. Ce qui signifie que le rein ici a joué le rôle de filtre sélectif. Certaines substances passent dans le plasma sanguin et d'autres sont bloquées. Dans l'urine par les reins. Ce qui signifie que le rein ici a joué le rôle de filtre sélectif. Cela sous-entend que les reins jouent le rôle de filtre sélectif. Pourquoi le rein joue le rôle de filtre sélectif? Il laisse des substances passer dans le plasma, mais il s'oppose à d'autres substances qui devraient passer dans l'urine. Donc le rôle du rein ici, il joue le rôle de filtre sélectif. Certaines substances vont passer à présent dans l'urine, mais elles ne vont pas passer dans le plasma. Nous allons donner cette information. Certaines substances passent dans l'urine et sont bloquées dans le plasma sanguin par les reins. On peut donc dire que les reins jouent le rôle de sécrétion.
Lorsque certaines substances passent dans l'urine et sont bloquées dans le plasma, automatiquement, nous allons remarquer que les reins jouent le rôle de sécrétion ou bien le rôle sécréteur. Dans la dernière partie, certaines substances comme l'eau, chlorure, phosphate, l'urée, acide urique, créatinine passent dans les deux milieux, ce qui sous-entend que les reins jouent le rôle excréteur. Pourquoi? Car ils se laissent traverser par toutes les substances passant par le plasma qui passe aussi impérativement par l'urine. Alors, certaines substances passent dans les deux milieux. C'est-à-dire passent dans le plasma et dans l'urine. Alors, le rein, ou bien les reins, jouent le rôle de excrétion. Ce qui sous-entend rôle excréteur. Chers amis, lorsque vous mettez D', vous dites expression. Mais lorsque vous ne mettez pas le D', vous dites rôle excréteur. Alors, vous remarquez à présent que les reins jouent le rôle de filtre sélectif. Et pourquoi? Car certaines substances passent dans le plasma, mais qui ne passent pas dans l'urine. Les reins jouent le rôle sécréteur, car certaines substances passent dans l'urine, mais qui ne passent pas au plasma. Et les reins jouent le rôle excréteur lorsque certaines substances passent dans les deux milieux. Alors, à présent, ici, chers amis, je vous ai appris ici une information capitale qui de vous va me donner encore les différents rôles de reins. Les rôles de reins sont rôle filtre sélectif, car ils passent dans le plasma, mais qui ne passent pas dans l'urine. Rôle de sécrétion. Ils passent dans l'urine, qui ne passent pas dans le plasma. Rôle excrétion. Passe dans les deux milieux. Ici, je vais illustrer un schéma du capsule de Bowman et de la glomerule que l'on appelle le néphron. Alors, chers amis, à présent, je vais vous apprendre à maîtriser tous les noms dans ce cours-là. Ici, nous avons le numéro 1 qui se trouve là, le numéro 2 qui est après, le numéro 3 qui est le schéma qui descend, le numéro 4 qui est avant, et le numéro 8, 5, 6 et ABC. Comment faire pour ne jamais oublier ces différents noms-là? Alors à présent, suivez attentivement. Le numéro 1 est appelé l'hypothalamus. L'hypothalamus. Le numéro 2 vient après, on l'appelle post-hypophyse. Maîtrisez ces différents schémas-là, vous allez avoir ces schémas-là lors des devoirs, des interrogations et même des examens. Numéro 3, il s'agit de ce trait-là. ADH, qui signifie hormone antidiurétique. Son synonyme est appelé la vasopressine. Synonyme est la vasopressine.
La vasopressine est le synonyme de l'ADH. Le numéro 4, lui vient avant, on l'appelle anté. Lorsque ça vient après, on l'appelle post. Lorsqu'il vient avant, on l'appelle anté. Anté-hypophyse. Le numéro 5, cortico-surrénal. Le cortico-surrénal élabore le cortisol, donc je vais vous aider. Élabore le cortisol. Le cortico-surrénal élabore le cortisol. Le numéro 6, médullo-surrénal. Médullo-surrénal. Le numéro 7, capsule de Bowman. Capsule de Bowman. Le numéro 8, aldostérone. Le numéro, la lettre A. La lettre A part des glomérules. On l'appelle, dans ce cas-là, filtration glomérulaire. La lettre B se trouve dans les tubules. On appelle réabsorption tubulaire. Réabsorption tubulaire. Le C, sécrétion tubulaire. Alors, chers amis, ces trois-là sont appelées les fonctions du néphron. Alors, à présent, chers amis, quelles sont les fonctions du néphron? Les fonctions du néphron sont la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire. Ça se fait en ordre. La filtration glomérulaire se situe dans les glomérules. La réabsorption tubulaire se situe dans les tubules, mais celui du milieu, qui est appelé B. Et la sécrétion tubulaire se situe dans les tubules et dans les tubes, appelés sécrétion. Voici pourquoi il y a élimination de l'urine. À présent, chers amis, nous allons donc parler de l'urine primitive. Qu'est-ce que c'est l'urine primitive? L'urine primitive est le filtrat obtenu et recueilli dans la capsule de Bowman. Répétez après moi. L'urine primitive est le filtrat obtenu et recueilli dans la capsule de Bowman. Donc, nous allons donner cette information. L'urine primitive est le filtrat obtenu et recueilli dans la capsule de Bowman. Alors, l'urine primitive est le filtrat obtenu et recueilli dans la capsule de Bowman. Alors, à présent, chers amis, nous allons donc terminer tout en faisant le système rénino-angiotensine qui est très facile. Pour comprendre cette information, à présent, suivez d'abord le schéma et je vais vous expliquer ce schéma.
Alors, ici, il s'agit donc de rein. Le rein va contrôler l'angiotensinogène par le biais de rénine. Donc, le rein ou les reins contrôlent par le biais de la rénine l'angiotensinogène. Les reins contrôlent l'angiotensinogène par le biais de la sécrétée deux types d'hormones appelées l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. Angiotensine 1 et l'angiotensine 2. Angiotensine 2. Une fois que l'angiotensinogène sécrète les deux types d'hormones appelées l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2, l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 va stimuler l'aldostérone. L'aldostérone. Une fois que l'aldostérone est stimulée, l'aldostérone va agir sur le Na, c'est-à-dire quoi? L'ion sodium par diminution de l'ion fabriqué. Alors, ici, on a Na+, et je mets le signe moins pour dire qu'il y a diminution de l'ion Na+. Diminution de l'ion Na+. Chers amis, nous allons donc les voir. Les reins vont contrôler l'angiotensinogène par le biais de la rénine. Une fois que les reins contrôlent l'angiotensinogène par le biais de la rénine, l'angiotensinogène va sécréter l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 et l'angiotensine 1 vont à leur tour stimuler l'aldostérone qui se trouvait même sur ce schéma-là. Et l'aldostérone va à son tour agir tout en diminuant l'ion sodium. Chers amis, je viens de t'apprendre dans ce cours à analyser, puis à interpréter le courbe, à analyser, puis à interpréter le tableau et donner les fonctions du néphron et les fonctions du rein. Nous avons donc conclu que le néphron possède trois fonctions: filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire et sécrétion tubulaire. Il s'agit donc des fonctions du néphron. Quels sont les rôles du rein? Filtre sélectif, rôle sécréteur, rôle excréteur. Rôle sécréteur lorsqu'il passe dans l'urine. Rôle excréteur lorsqu'il passe dans les deux milieux. Et filtre de barrière ou filtre lorsqu'il passe simplement dans le plasma sanguin. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.